Rebonjour à ceux qui étaient avec nous en première partie et bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième table ronde. Nous avons évoqué le développement durable en première partie. Nous avons vu non seulement les intérêts mais surtout la nécessité de cet enjeu pour les loueurs. Nous allons passer maintenant à un deuxième sujet, les fléaux auxquels sont confrontés les loueurs aujourd'hui. Des fléaux qui se multiplient, qui deviennent de plus en plus compliqués à gérer au quotidien dans un environnement qui n'est pas formidable pour eux. Donc on rajoute un petit peu de la difficulté à la difficulté. Pour discuter de cela ce matin avec nous, Victor Perrard, directeur financier d'Axtp, maison mère de comptoir de location. Bonjour Victor. Bonjour Jean-Noël. Éric Vanacker, président du groupe LT. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Noël. Et Éric Fraîche, FLS. Mais Fraîche Location Service, ça parle à tout le monde. Merci à tous les trois. Aurait dû être là avec nous Marion Garcia, qui a été empêchée ce matin. Donc nous vous prions d'excuser son absence. 1 million d'euros, Victor, c'est ce que vous a coûté les vols, ce que vous ont coûté les vols l'année dernière? Oui, alors coûté pas vraiment, mais c'est en tout cas la valeur de ce que l'on s'est fait voler l'année dernière, la valeur à neuf sur l'année 2023. Donc pour 1 million de matériel, c'est 1 million, 80% ont été faits en Île-de-France. Donc c'est vraiment là que le fléau est le plus important aujourd'hui, même si ça commence à se propager un petit peu ailleurs. Mais oui, c'est une perte, pas de 1 million, mais en tout cas, on s'est fait voler 1 million. Pour 1 million de valeur neuve de matériel. Alors effectivement, parce que votre parc est relativement jeune, oui, sur des marques qui sont effectivement assez convoitées et très focalisées sur l'Île-de-France. C'est un phénomène qui a une recrudescence au cours des derniers mois assez marquée. Oui, il y a une réelle accélération durant l'été dernier. Il y en avait déjà eu en début d'année, mais ça s'est vraiment accéléré à partir du mois d'août. Et la fin d'année, c'était vraiment toutes les semaines, plusieurs vols. Ouais. Éric, le groupe LT ne parle pas forcément à tout le monde. Si on dit Copamat en Île-de-France, c'est déjà peut-être un petit peu plus parlant. Parlez-nous un petit peu de votre groupe. Présentez-nous les grandes entités et vos métiers. Alors oui, groupe LT, effectivement, c'est une marque qu'on ne met pas en avant. C'est un peu le chapeau, et ça regroupe trois grandes activités. Une activité de location de gros camions de chantier et de gros engins, donc plutôt au-dessus de 15 tonnes, notamment pour les engins. Une activité qui fait de la location d'espaces modulaires et une activité, celle que vous avez citée, Copamat, qui est autour de la sécurisation de chantier. L'ensemble fait à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 collaborateurs sur 2 pays, puisqu'on s'est internationalisé il y a 2 ans vers l'Allemagne. Et notre stratégie pour les prochaines années, c'est de pousser sur un métier sur lequel on est leader, qui est le métier de Copamat, la sécurisation des chantiers, du bâtiment, des travaux publics, mais plus généralement de tout ce qui touche à la transformation des espaces extérieurs, et de se développer encore en France. On couvre à peu près toutes les grandes villes de France, mais on pense qu'il y a de la place pour un réseau, ce qu'on appelle secondaire, et puis d'aller chercher d'autres pays en Europe, continuer à nous développer en Allemagne, mais également au Benelux et dans le sud de l'Europe. Sur cette activité en particulier, qui est réalisée dans des centres urbains, vous l'avez dit, oui, est-ce que vous êtes également confronté à une recrudescence des vols, des dégradations de vos équipements? Alors oui, comme tout le monde, je pense qu'il y a une tendance sociétale qui fait qu'on est tous impactés. La particularité de notre métier, et là je parle du métier de Copamat, c'est qu'on déploie des solutions type des barrières de chantier ou des glissières béton, des plaques de sol qui se volent et qui se détériorent assez facilement. Mais nos clients n'apportent pas beaucoup de valeur à ça. Donc, si vous voulez, on n'a jamais de sujet dans lesquels on est en bisbille avec notre client. Il nous rend 9 barrières au lieu des 10 qu'on lui a louées. On lui facture la barrière et tout va bien. Et contrairement à une mini-pelle qui disparaît, le chantier continue, même s'il manque une barrière ou une plaque de sol. Des fois, on ne remarque même pas qu'il y a des barrières qui sont manquantes. Voilà, donc oui, effectivement, ça n'est pas un sujet. Et nous-mêmes, on considère que c'est presque une opportunité pour nous d'avoir un moyen de renouveler notre parc
de manière naturelle. Sur les gros matériels et les véhicules industriels, qu'en est-il? On n'a pas ce sujet parce qu'on fait de la location avec chauffeur. Donc, donc là, en c'est général, un non-sujet. Oui, oui. Et on imagine qu'on ne va pas voler un bungalow. On va peut-être le visiter, mais pas le voler. C'est ça. Oui, sur le bungalow, on a des effractions, on a des choses qui sont volées à l'intérieur, mais qui sont des petits équipements. Couverts par les assurances. Donc vous êtes relativement préservé. Oui. Eric, comment se présente la situation dans votre groupe? Est-ce que c'est à même de mettre en cause votre stratégie de développement, puisque vous étiez sur de l'expansion et de la diversification? Écoute, moi je partage ce qui vient d'être dit. Nous, 2023 a été une année vraiment horrible en matière de sinistralité, vol et escroquerie aussi, hein, puisque nous, 2023, ça commence à Paris avec une très grosse usurpation d'identité qui nous torpille une trentaine de machines. On en récupère un certain nombre, ça commence à Paris, ça se prolonge dans le Var. Par rapport à ce que disait Victor, globalement, nous, la sinistralité, elle est à peu près étale sur l'ensemble des 4 régions sur lesquelles on évolue. Donc, on souffre à Marseille, on souffre à Bordeaux, on souffre à Paris et en Occitanie. Donc j'ai l'impression que le phénomène se généralise, qu'il n'y a plus de régions protégées. Le chiffre d'1 million, nous, je pense que c'est un peu moins en 2023, mais on ne doit pas en être loin. Ce que je note aussi par rapport à ça, c'est qu'évidemment perdre une machine, c'est vraiment la double peine, parce que du coup, donc tu la perds. Je rappelle qu'on était sur des délais de livraison jusqu'à maintenant qui étaient très longs, donc tu ne peux pas la racheter, et quand tu la rachètes, tu la récupères peut-être 10 ou 12 mois plus tard avec 30 ou 40% de plus. Donc là, il y a un vrai effet ciseau sur la rentabilité. Plus la perte d'exploitation. Plus la perte d'exploitation, évidemment. Plus la désorganisation de l'agence. Plus le moral des troupes qui est vraiment ultra dépendant donc de cette violence qu'ils vivent au quotidien. Parce que souvent, j'imagine que tu partages dans nos équipes, le matériel, c'est le leur, hein, clairement, ils le protègent, ils l'aiment, ils l'entretiennent, c'est leur matériel. Donc quand il disparaît, c'est très violent pour eux. Quand tu te retrouves avec du matériel vandalisé, brûlé sur l'agence, ça te casse les jambes le matin quand tu arrives. Donc c'est des vrais sujets pour les équipes aussi. Donc tout ça est extrêmement négatif, extrêmement violent. Et c'est en train de se dégrader. Donc nous, ça commence avec cette usurpation d'identité. Et après, à partir de juin, effectivement, je partage, ça s'accélère. Et là, on vit vraiment des moments très difficiles où tous les vendredis soirs, donc tu pars en week-end avec le souci et tu attends la sentence du lundi, quoi. Et tous les lundis, tu appelles tes responsables pour savoir combien tu as perdu de machine. Donc on a vécu ça à partir du mois de juin. Donc évidemment, ça a eu un impact sur notre façon de gérer le business et on a mis beaucoup d'énergie. C'était un peu l'époque on s'est un peu inspiré de ce qu'avait dit Macron sur le quoi qu'il en coûte. Et donc à partir de mai-juin, on lance une opération quoi qu'il en coûte, on sécurise les machines et tant pis pour le compte d'exploitation. Mais par contre, on arrête l'hémorragie parce qu'à un moment, je te dis, ça nous a, à nous tous, retourné le cerveau. Donc c'était assez violent. Et donc là, oui, bien sûr, on fait le max pour sécuriser les machines, ne plus les laisser traîner, prévenir les clients, on sensibilise les clients, on multiplie les contacts avec les forces de l'ordre. Donc là, voilà, on part dans une logique. On va voir ce qu'on peut mettre effectivement en interne et en externe. Bien sûr, avec plaisir, ouais. Historiquement, la région parisienne est très exposée. Le sud-est également. Victor, vous me disiez qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, qui était jusque-là relativement préservé, c'était maintenant aussi un sujet. Oui, pas toute l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais du moins la région lyonnaise commence à être très impactée par... ça commence à ressembler à ce qui se passe en Île-de-France. Même toute proportion gardée, hein, on n'est pas au même niveau, mais oui, je rejoins ce que disait Eric, ça se généralise. Et on sent bien qu'il y a des réseaux derrière qui sont structurés, de type mafieux, hein, c'est plus le petit voleur du coin, ils ont un modèle opératoire qui est rodé, qui est efficace, qui est rapide, et nous derrière ça nous demande une certaine réactivité parce que chaque heure compte. Si on se rend compte d'un vol une journée trop tard, pour un problème de remontée d'information, on sait que c'est perdu d'avance, la machine est déjà partie très loin. D'accord, et derrière, effectivement, c'est maintenant des process de professionnels, donc une difficulté supplémentaire puisqu'il faut être hyper réactif. Tout à fait, oui. Eric, en milieu urbain,
est-ce que vous prenez des dispositions pour éviter effectivement ce que vous disiez, les dégradations? Est-ce que vous sensibilisez les riverains, les personnels qui interviennent sur les chantiers? Comment vous pouvez faire en sorte que les choses soient un petit peu mieux perçues? Alors, nous, la sécurité des personnes et des biens, c'est notre métier. Donc, on a des réflexions pour proposer à nos clients, notamment quelque chose qui se développe beaucoup en ce moment, la vidéosurveillance. Il faut savoir que la problématique légale, c'est que vous ne pouvez pas faire d'image sur la voie publique. Hein. Par contre, vous pouvez faire de la détection thermique. Donc il y a quand même des solutions pour donner une alerte et pour ralentir ces réseaux. Hein. Comme Victor le précisait, on a affaire à des professionnels, mais les professionnels sont aussi assez pragmatiques. Hein. C'est comme les cyberattaques, elles vont attaquer là où il y a le moins de résistance. Hein. Ça ne veut pas dire que votre système est infaillible, mais s'il est difficilement prenable, ils vont préférer les voies les plus faciles. Et ben, sur les chantiers, on peut imaginer qu'ils résonnent de la même façon. Si vous arrivez sur un chantier et que vous avez une détection d'intrusion avec une alarme qui est donnée, donc comment on appelle ça, des signaux qui sont censés ralentir ou effrayer le voleur, on peut imaginer que ça se déplace. Et si le vol se produit quand même, eh ben on a la possibilité d'alerter le loueur ou le client du loueur de manière à ce que très vite les choses se mettent en place pour arrêter avant que ça sorte de nos frontières, quoi. Donc on a des solutions, mais ce qu'on constate aussi, c'est que nos clients ne sont pas encore... donc nos clients et les clients de mes confrères sont les mêmes. Hein, ils ne sont pas encore très sensibles à ça. En tout cas, comme moi, je leur parle de ça. C'est un sujet qu'ils entendent, ça fait partie de leur quotidien, mais c'est un coût, hein, la vidéosurveillance, qui est très en dessous de ce que coûte un gardien. Hein, ça n'a rien à voir. Mais on a du mal à convaincre sur ces sujets. Vous voyez quand même une évolution des mentalités, ou vous pensez que c'est quelque chose qui ne leur convient pas finalement de manière... Alors nous, ce qu'on observe, c'est que quand on regarde le nord de l'Europe, par exemple, ils sont beaucoup plus avancés que nous en termes de vidéosurveillance des chantiers. Beaucoup, beaucoup plus. Alors qu'il y a une vraie offre, il y a des acteurs qui sont reconnus et il y a un chiffre d'affaires conséquent lié à la vidéosurveillance des chantiers. Donc nous, notre conviction, c'est que ça va arriver en France et qu'il y a vraiment un phénomène sur la sécurité, l'importance qu'on attache à la sécurité qui va du nord au sud de l'Europe, hein, sans faire de caricature, mais en tout cas c'est ce qu'on constate. Plus vous êtes au nord et plus vous avez une sensibilité à ces sujets-là qui se développe et qui se traduit par des investissements et une manière de travailler qui est organisée pour améliorer ces sujets-là, et plus vous descendez dans le sud de l'Europe, et moins c'est important. Mais on observe que dans le sud de l'Europe, ça devient on pense que dans les 5 ou 10 prochaines années, on sera au niveau des Pays-Bas, par exemple. Eric, vous l'évoquiez, vous systématisez les trackers. Je dis les parce que maintenant, on considère qu'il faut un filaire et un non-filaire pour être efficace. En tout cas, oui, nous, on a pas mal travaillé le sujet parce que, je te dis, il a fallu faire face à cette hémorragie. Donc, on a travaillé avec des détectives pour tester les systèmes. On a fait voler des drones pour essayer de récupérer des machines. Enfin, on a mis une énergie folle qui, c'est ce que tu disais, nous dépasse complètement, quoi. Parce que pour faire face à des mafias organisées, à un moment, t'es pas du tout prêt. Donc, ça te tombe sur le coin du bureau. Et tu te retournes et tu dis, bon, qui s'occupe de ça? Et bon, c'est toi, quoi. C'est toi qui es à la manœuvre. Donc, du coup, tes collaborateurs te sollicitent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? Combien ça coûte? T'as le contrôle de gestion qui monte en puissance. Comment on paye ça? C'est pas au budget. Donc, tu fais face à toutes ces problématiques donc, qui sont réelles. Et après, oui, donc le marqueur, oui, le marqueur, c'est une solution, mais malheureusement, ça reste une solution après-vol. Donc, le marqueur, si tu veux, tu l'actives une fois que la machine a été volée. Donc, à un moment, c'est quand même très, très limité en termes d'efficacité. Ça limite les dégâts, mais ça n'empêche pas le vol. Donc, ça n'empêche pas le vol. Donc, après, chacun ses marqueurs, chacun ses solutions. Nous, notre constat, c'est que les marqueurs filaires, on les utilise plutôt pour faire de la remontée de data
qui est pertinente aussi dans le cadre de notre exploitation, parce que du coup, tu vois, quand tu as une machine en panne, quand tu as la data de la machine, ça permet d'aller directement sur la machine, le mécanicien ne la cherche pas, le chauffeur non plus. Donc ça, c'est plutôt la partie data. Sur la partie protection après vol, effectivement, il semblerait que le meilleur système soit des boîtiers non filaires qui restent muets pendant la durée de vie de la machine et que tu actives en cas de sinistre. Donc il y a les marqueurs et puis il y a tout le reste. Le constat quand même, c'est qu'on bossait un peu comme des lapins de 6 semaines quoi, sur le sujet de la sécurité dans la loc. Moi, j'ai à peu près 30 ans de métier et ça fait 30 ans que ça me surprend. Nos process sont quand même très légers et c'est très facile encore aujourd'hui de se faire voler des machines chez les loueurs. Je rappelle que nous, comme les confrères, on a beaucoup loué des machines qu'on déposait sur le bas-côté sur les routes, plusieurs millions d'euros de matériel, les clés sous le tapis, avec des contrats plus ou moins signés parce que les clients n'étaient pas là pour les réceptionner. Donc tout ça en termes de process c'est quand même très flou. Ça fait 30 ans que je me disais qu'un jour ça allait déraper et effectivement ça a dérapé. Quoi. Donc à un moment donné, il faut remettre à plat la relation avec le client et la façon dont vous apportez le service au client. Mais clairement on est en retard sur le sujet, on va plus pouvoir continuer à bosser, il y a des choses qu'on fera plus. Donc tu vois typiquement la clé sous le tapis, tu arrives à des aberrations. Nous on travaille avec du matériel dont les clés sont codées, donc tu les démarres pas si tu n'as pas la clé codée. Et tu te retrouves à livrer la machine avec la clé sous le tapis à 4 du mat, tu vois, sans transfert de responsabilité claire parce que le client n'est pas là pour réceptionner. Donc tout ça est compliqué. Donc oui, nous, l'impact que ça a eu, effectivement, c'est qu'on ça nous a obligés à retravailler nos process et puis à investir dans la protection après-vol. Et ça, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est les boîtiers, c'est les équipes qu'il faut mettre et c'est ce que vous n'investirez pas dans le parc. Et évidemment, c'est fait au détriment du parc. Au détriment de votre activité. Et au détriment de la rentabilité, évidemment, puisque du coup, il y a un vrai poste de charge. Donc je te dis, on est en plusieurs centaines de milliers d'euros. Et sur un environnement qui est très violent, quoi. Moi, ce que je redoute, c'est qu'on a quand même, par rapport à ce que disait Victor, il y a des mafias organisées. C'est vrai, il y a des machines qu'on retrouve en Ukraine aujourd'hui, mais pas et ailleurs. Bon, on a tous notre histoire à raconter de la machine qui a fait le tour de l'Europe. Nous, on est en train de récupérer une machine au Portugal, après être passé par l'Allemagne et la Pologne. Donc, tout le monde connaît ça. Donc, t'as ça. Et il y a aussi des machines qui sont parties en Ukraine. Et donc là, le sujet, par rapport à l'Ukraine en particulier, c'est qu'évidemment, on espère tous la fin du conflit rapidement. Par contre, si on se fait déjà tirer des machines qui partent en Ukraine pendant la guerre, je suis très inquiet pour la phase de reconstruction. La reconstruction. Donc là, je pense que c'est un vrai sujet. Il faut garder ça en tête. On n'en est pas là, malheureusement. Non, elle est juste une chose. Oui. Pardon, parce que je pense que c'est très important aussi. La violence du niveau auquel on est arrivé aujourd'hui, par contre, moi, m'inquiète beaucoup. Parce que j'espère me tromper, mais je pense qu'un jour il va y avoir un drame. Parce que c'est trop violent, parce que quand tu as le signal du marqueur qui répond, tu es tenté d'y aller, tes équipes y vont, donc en termes de sécurité, c'est loin d'être optimal. Par contre, un jour, j'espère me tromper encore une fois, mais un jour il y a un truc qui va déraper, il y a un loueur qui va prendre un coup de fusil, ou un bandit, un voleur, mais en tout cas, c'est vraiment très tendu, quoi. On est arrivé à un point là, où on est vraiment sur les dents. Donc écoute, j'espère me tromper, mais je te dis, la menace de la reconstruction en Europe, qui devra arriver le plus tôt possible, évidemment, et le côté violence des process, et quand tu as une équipe qui part récupérer la machine, il ne faut pas qu'elle tombe sur le voleur, clairement. C'est sûr. Donc c'est inquiétant. Les forces de l'ordre ont-elles pris conscience du problème dans cette filière ? Écoute, moi je considère que c'est une bonne nouvelle. Le DLR, tu le sais, travaille sur une commission Altovol qui va nous permettre d'exister, parce que le problème c'est la reconnaissance, si tu veux. Je te disais que nous on avait passé beaucoup de temps en 2023 sur les connexions et notre réseau pour essayer de se faire entendre et connaître et avoir des connexions utiles en cas de vol. Donc on est arrivé à le faire au niveau local en rencontrant des personnes de bonne volonté, mais globalement tu vois ça fait pas une politique et c'est pas structuré, quoi. Donc nous, on a beaucoup travaillé ces connexions. Moi, j'ai fait pas mal de réunions avec la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre. Et j'existe pas, ou très peu, au niveau local. Donc voilà, je suis ravi que le DLR prenne le sujet à sa charge, de façon à ce qu'on existe collectivement et qu'on puisse faire bouger les lignes. Parce que sinon, très vite, tu réalises que les forces de l'ordre sont débordées et qu'elles font face à des violences corporelles qu'elles traitent en priorité. Et après, le matériel, ça part. Et c'est un enjeu qui doit être partagé au niveau national. Forcément. Par tous les acteurs. Forcément, oui. Donc moi, personnellement, j'attends cette commission Altovol avec impatience. Elle est en gestation, là. Oui, et donc, ne serait-ce que la création de cette commission montre bien que ça devient un sujet... Ah, mais ça ne va pas s'arrêter, ça, Jean-Noël.
Moi, c'est mon message. Soyons prêts parce que de toute façon, ça ne va pas s'arrêter. On a mis le doigt dans un truc qui va continuer et il va falloir qu'on arrive à se préserver. Collectivement d'ailleurs, parce qu'on est tous ensemble évidemment sur ces sujets. Il faut se partager, pardon, je suis un peu long, mais le partage d'informations entre nous est indispensable, tu vois, en matière d'usurpation d'identité, par exemple. On va voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, effectivement, pour être plus efficace et pour jouer collectif, parce que, effectivement, personne ne peut se prévaloir d'être épargné, donc autant partager un certain nombre d'informations. Sur ces sujets-là, l'union fait la force. Oui, absolument, clairement. Vous évoquez la machine qui est déposée effectivement à 4h du matin, parce que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. On vous a appelé à 17h pour le lendemain. On sait aussi qu'à la fin de certains contrats, les machines peuvent rester quelques jours sur le chantier parce que la logistique n'est pas non plus hyper pointue. Je pense que dans ce domaine-là, de nouvelles solutions existent. Ce sont des solutions logicielles. C'est le focus de la réunion de Chantier de France. Bonjour Jean-Noël. Vous êtes le directeur commercial de MCS. C'est écrit sur votre chemise. Comme le port salut. Comme le port salut. Bien connu dans la profession. Pour ceux qui n'étaient pas là au cours des 20 dernières années, MCS, c'est quoi? Alors comme vous l'avez dit justement, MCS est un acteur connu et reconnu sur le marché français et notamment également européen, puisqu'on est leader aujourd'hui en France, à l'international, sur plusieurs pays européens. Notre travail, c'est d'aider les loueurs. Donc je pense qu'avec ce que j'ai entendu là, notre credo... Vous êtes éditeur de logiciels? C'est ça, nous sommes éditeurs de logiciels de location pour justement aider ces loueurs à mieux travailler, à travailler plus et à travailler efficacement. On propose des solutions qui sont construites sur une offre assez simple, avec 4 piliers majeurs. Le premier, c'est de pouvoir augmenter l'utilisation des actifs. Donc tout ce qui est planification, disponibilité du parc, mise à l'atelier, la maintenance, etc. Donc ça, c'est primordial pour un loueur, de pouvoir le gérer. Le deuxième pilier, c'est de pouvoir augmenter la productivité d'une entreprise. Donc pour faire ça, il leur faut des informations claires au personnel. C'est-à-dire que le personnel a besoin d'informations claires pour être efficace. S'ils n'ont pas les bonnes informations, forcément, derrière, ça prend plus de temps et derrière, en termes de service client, ça devient moyen pour un client, pour un loueur. La réactivité, c'est le maître mot chez eux. Et la productivité, c'est la productivité du parc locatif. L'utilisation du parc est primordiale. Voilà. Les dirigeants des loueurs aujourd'hui, ils ont des machines qui coûtent cher, donc ils ont besoin de pouvoir les mettre sur le chantier plutôt que de les laisser dormir sur le parc. Le troisième point qui est important pour un loueur, c'est la rentabilité. On en parlait tout à l'heure en off avec notamment Eric Krech de FLS. Et la rentabilité aujourd'hui, elle est primordiale. Donc la rentabilité aujourd'hui, elle est attaquée de toutes parts, donc il faut toujours sortir d'une rentabilité saine. Pour ça, il faut des indicateurs clés de performance. Donc une entreprise, quand elle sait exactement où est-ce qu'elle en est dans sa rentabilité, peut prendre les bonnes décisions. Et c'est le quatrième pilier pour nous, de pouvoir avoir des décisions stratégiques, connaître les forces et les faiblesses, parce qu'un loueur a aussi des faiblesses, pouvoir les corriger, pouvoir augmenter également ses forces et comprendre les tendances du marché avec des décisions stratégiques à prendre. Donc c'est vraiment le travail que MCS propose aujourd'hui aux loueurs. Jusqu'à l'aide à la décision que vous Complètement. Alors nous, l'aide à la décision, c'est ce qui en résulte, parce qu'on propose des outils qui sont assez puissants de reporting sur des tableaux de bord, sur de la business intelligence, notamment avec des tableaux de bord sous Power BI, qui est un outil phare aujourd'hui. Et ça permet de pouvoir sortir des données pertinentes de la location, et ce qui les aide, eux, à mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain, pour prendre des décisions, anticiper ce qui se passe. Il n'y a pas pire pour un dirigeant que de ne pas savoir et de piloter à vue. Donc il a besoin d'anticiper, sinon l'iceberg, il se le prend en pleine face, et là c'est dangereux pour l'entreprise. Donc vous apportez aussi de la visibilité à l'entrepreneur. Exactement, on lui rend la vue. Parce que souvent ils naviguent à vue, et là on leur donne une visibilité beaucoup plus accrue. Vous êtes sur un secteur qui est assez concurrentiel, vous n'êtes pas les seuls à vous intéresser à ces problématiques. En quoi votre offre est différente ?
Alors très simplement, aujourd'hui, je pourrais vous parler on a les meilleures fonctionnalités du monde, on a le meilleur logiciel du monde, mais ça serait couru d'avance et ça serait trop facile. Je vais prendre un exemple assez simple. Aujourd'hui, le marché de la location, vous avez deux types d'éditeurs. Vous avez les éditeurs historiques. D'ailleurs, les 3 confrères qui sont là aujourd'hui utilisent ces logiciels de mes confrères, qui sont de manière historiquement connus, mais qui ont cette particularité d'avoir une technologie datée. On en parlait tout à l'heure, et effectivement, c'est le cas. Ensuite, vous avez des startups qui, elles, ont la nouvelle technologie à disposition, mais qui manquent cruellement d'expérience dans la location. Ils n'ont pas le métier. Voilà. Donc si je dois parler de différenciation, MCS, en fait, on a 40 ans d'existence. Donc vous voyez, on n'est pas d'hier. Donc on a cette expérience, mais dans notre ADN, on a l'innovation chevillée au corps. On propose systématiquement des nouveautés à nos clients. On les a amenés sur la digitalisation. On leur propose des solutions mobiles, notamment pour équiper l'ensemble des départements à la préparation, au niveau de la livraison, des enlèvements, des techniciens qui vont sur les chantiers. On a même ajouté à ça une corde qui est assez intéressante, c'était pour les opérateurs qui sont sur les machines, qui remplissaient un bon papier. Donc on les a aidés à optimiser cette partie-là. Et donc aujourd'hui, l'opérateur, quand il a terminé sa journée, il peut très facilement envoyer son bon une fois qu'il l'a fait signer au client de manière digitale. Donc vous voyez, c'est ce que je mets en avant dans la différenciation. Aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs essayent, mais n'y arrivent pas toujours. Nous, MCS, on a mis le paquet là-dessus parce qu'on sait que le futur nous attend. On voit tout l'intérêt de capitaliser sur votre connaissance métier. Vous l'avez dit, c'est 40 ans et j'étais modeste avec 20 ans. C'est peut-être aussi alors 20 ans, c'est plutôt en France. Un frein au développement. On a commencé en Angleterre, oui, mais effectivement 20 ans en France. Un frein au développement parce que vous héritez d'architectures qui ont été conçues forcément à des époques anciennes. Comment vous arbitrez et comment vous adaptez à cette évolution très rapide avec des technologies de rupture? Alors en fait, ça se fait plutôt une transition en douceur parce qu'il faut aussi accompagner nos clients et ne pas trop les brusquer dans leurs nouvelles technologies qui sont des fois un peu effrayantes pour des personnes qui ont un certain âge peut-être ou qui sont un peu réticents, notamment aux smartphones, aux tablettes. Donc petit à petit, on essaye de les convertir à ces nouvelles technologies. Et donc c'est une transition qu'on fait à la fois dans notre outil, mais également dans le discours qu'on donne à nos clients. Parce que c'est très important pour eux de ne jamais les brusquer, parce que vous devez accompagner tout le monde et ne laisser personne sur le bord de la route. Comme vous l'avez décrit, vos solutions ont également un intérêt dans le cadre des politiques de développement durable qui ont été abordées en première table ronde. Qu'est-ce que vous pouvez là aussi préconiser aux loueurs ? Alors, c'était très intéressant d'écouter ce qui se disait autour de la table. Donc, le développement durable, aujourd'hui, c'est une règle de base pour l'ensemble des entreprises, pour sauver la planète, ce qui est normal. L'impact carbone, on en parle tous les jours. Beaucoup d'entreprises mettent en place des politiques RSE. Nous, MCS, en tant qu'éditeur de logiciels, on va parler de papier. Parce qu'un document, c'est un devis, c'est un contrat qu'on va faire signer à un client. Donc, on va éditer du papier forcément. Et donc derrière, c'est un coût écologique aberrant. Je vais vous donner quelques chiffres parce que je pense que c'est important. Aujourd'hui en France, tous les ans, il y a 400 millions d'euros d'impressions inutiles. Donc de papier qui sortent de l'imprimante, mais on s'est trompé de document ou le document ne va pas et on le met à la benne. Donc c'est 400 millions d'euros aujourd'hui. Ça, c'est à l'échelle du pays. Du pays, exactement. Toute activité confondue, c'est énorme. Donc 400 millions d'euros, on pourrait justement les utiliser ailleurs. Pour une entreprise de 100 salariés aujourd'hui, c'est entre 10 et 25 000 euros, 10 et 25 000 euros d'impression, donc cartouches d'imprimante, papier, coût énergétique pour faire fonctionner les imprimantes. Donc pour une entreprise de 100 salariés, 25 000 euros, c'est une somme assez intéressante de mettre ailleurs, de la réinvestir ailleurs, que dans du simple papier qui va finir un jour à la benne. Voilà. Donc, ça, c'est aujourd'hui le combat que nous, on mène. Donc, c'est pour ça que nous, en tant qu'éditeur de logiciels, on va vous parler de papier et d'impression et de digitalisation. Je vous ai pris un exemple. Aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle eSign chez MCS, qui est en fait notre outil phare de signature électronique. Absolument. La signature électronique, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place et à prendre en main. Aujourd'hui, si vous faites 5000 signatures par an, donc 5000 signatures par an, ce n'est pas énorme à ramener à l'échelle du mois, vous économisez 15 000 euros, parce qu'on prend pour le ratio de la main-d'œuvre administrative, c'est à peu près 25 euros de l'heure.
D'accord, donc vous économisez 15 000 € par an, vous économisez 917 heures de travail, ce qui représente 38 jours de travail gagnés. Donc je ne sais pas si on se rend compte, mais 38 jours dans une entreprise, une PME de 100 personnes, on peut être beaucoup plus efficace ailleurs et laisser ces outils modernes prendre le relais. Ce sont les chiffres qui doivent effectivement parler. Comme dans beaucoup de cas de ce secteur, vous êtes sur des formules d'abonnement et de mise à jour de vos services, c'est normal. Vous développez aussi de nouvelles prestations. Est-ce que vous pouvez partager avec nous le dernier développement de MCS ? Alors, effectivement, alors ça c'est un scoop, hein, je vais vous le livrer aujourd'hui, puisque ça sort à peine du four et ça n'a pas encore été communiqué dans la presse. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui nous ont dit, nous quand on livre le matériel chez nos clients sur les chantiers, la personne elle se retrouve face à la machine sans information. Elle a la machine en face d'elle mais elle est aveugle. Donc on a imaginé une solution, donc on la lance officiellement chez vous, donc chez Chantiers de France, et j'en suis ravi, qu'on a appelé eScan. Donc c'est un QR code en fait, simple QR code, qu'avec un téléphone vous scannez et là vous retrouvez la vue. Vous avez exactement toutes les infos dont vous avez besoin sur cette machine. Ce qui n'était pas le cas avant, et beaucoup d'entreprises, notamment nos loueurs, nous l'ont demandé. Et donc on a planché dessus, on a travaillé ardemment, et aujourd'hui elle va être disponible dans les prochains jours, commercialisée par MCS. Donc bon. C'est important comme scoop que je vous offre aujourd'hui. Et je vous en remercie. Vous restez avec nous. Eric Fresh, vous retrouvez le sourire. Oui. Vous allez gagner en productivité, en sérénité. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est surtout le sujet, parce que c'est ce qu'on se disait effectivement au préalable. Aujourd'hui, les entreprises de location font face vraiment à une explosion de leurs charges. Donc on a parlé des charges liées à la sécurité du matériel et à la prévention, donc ça c'en est une. Et puis tout le reste que tout le monde connaît, donc je vais passer vite, mais le coût énergétique, la nécessité donc d'aller vite et fort sur le sujet de la RSE, donc qui est un vrai investissement aussi qui coûte au départ, même si c'est un investissement. Et puis le coût de la main-d'œuvre aussi, dont on parle régulièrement avec des pénuries de main-d'œuvre et qu'il faut monter donc évidemment les salaires. Donc face à cette augmentation des charges, écoute, on cherche des solutions. Vraisemblablement, c'est pas cette année qu'on va les trouver sur les prix de loc. Hein. Donc c'est dur, c'est tendu. Cette année 2023, elle était pour nous un peu historique parce que du coup les principaux contrats cadres sont venus à terme fin 2023, donc ont tous été renégociés fin 2023. Donc c'était beaucoup de boulot, beaucoup d'énergie pour essayer de tout mener de front. C'est pas toujours fini avec certains majors qui continuent à discuter les niveaux tarifaires. Donc en tout cas, je crois pouvoir dire simplement qu'il y a une grosse tension sur les prix. Je ne sais pas si tu confirmeras, mais en tout cas c'est dur, quoi. C'est dur au niveau des prix de loc. Donc écoute, sans être trop négatif ce matin, parce qu'il n'y a pas de raison de l'être, globalement, on est sur un métier qui est dynamique. On est sur un métier qui est dynamique, clairement, sur lequel il y a beaucoup de volume. Mais par contre, tu as un peu l'impression que tu bosses 2 fois plus pour faire à peu près pareil. Mais que de nouvelles solutions s'offrent à vous qui peuvent permettre d'améliorer les solutions. Très belle transition. Très belle transition, magnifique. Et effectivement, comment on fait face à cette baisse de rentabilité et est-ce que la numérisation et la digitalisation, avec des solutions comme tu proposes, ne sont pas un début de solution? Teasing. Victor, il y a également des actions à mener en interne. Comment vous sensibilisez le personnel à ces enjeux-là? Oui, ça commence d'ailleurs d'abord en interne. Hein. On a parlé tout à l'heure d'usurpation d'identité. Donc il y a une formation à faire auprès de nos équipes. Quand il y a un appel qui est passé au comptoir, de faire une double vérification en rappelant notre numéro d'une entreprise qui vient d'appeler, vérifier si la personne fait bien partie de la société. Il y a également une formation sur... on demande à nos équipes de se renseigner un petit peu sur une entreprise avant de la servir pour éviter aussi de louer une machine qui vaut 30, 40, 50 000 euros à quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Donc il y a effectivement beaucoup de formations à faire. On en est encore une fois aux prémices parce qu'on est en retard, ça c'est sûr. On y va un peu à tâtons, on essaye, mais nous on fait un gros effort sur la formation. Je touche du bois, on a un peu mis de côté, entre guillemets, les usurpations d'identité. On est moins touché maintenant, de par ces différentes mesures qu'on a mis en place.
Mais on n'est jamais à l'abri. Il n'y a rien de plus simple que de... Moi, je trouve, dans la manière dont on fonctionne aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple que de voler une machine par usurpation d'identité. On passe un coup de fil et le lendemain, on livre de nuit. Le matin, elle n'est plus là et ça paraît facile. Ça paraît facile. C'est un métier hyper transactionnel, donc forcément très ouvert. En termes d'attaque cyber, vous arrivez à vous défendre? Est-ce que vous avez été victime de tentatives d'attaque de ce type? Non, attaque cyber, on est entre guillemets pas trop touché, mais parce qu'on est tout simplement un petit peu en retard sur la... On est encore un petit peu... on a 10 ans de retard, je pense, sur notre... on n'a pas tellement de sites web, etc. Donc là-dessus, c'est une chance, entre guillemets. On n'est pas trop touché encore par les attaques cyber. Donc, par contre, on a des fournisseurs qui ont été fortement touchés dernièrement. Complètement. Et ce qui veut dire que vous n'allez pas accélérer dans la digitalisation de vos process, notamment sur la transaction client. Si, bien sûr. On y travaille et on a déjà bien commencé. Il y a des gros projets en cours sur la digitalisation. Parce que justement on avait ce retard-là à rattraper, mais bien sûr il faut garder en tête qu'il y a maintenant ce nouveau danger qu'on ne connaissait pas, qui est les cyberattaques. Donc c'est encore une nouvelle chose qu'il va falloir rajouter, des nouvelles complications qui, bon, j'en ai pas trop encore, mais qui commencent à donner des cheveux blancs. Ouais. Eric, est-ce que vous allez structurer votre société avec une division, par exemple risque, qui va être spécialisée dans le suivi et dans le déploiement de solutions dans ce type, ou c'est un petit peu... Écoute, c'est une excellente question qu'on se pose régulièrement. Nous, aujourd'hui, le groupe, c'est 25 agences, 300 collaborateurs. Ces postes que tu décris existent chez les entreprises plus structurées, plus grosses, plus importantes en termes de volume. Donc à un moment, oui, c'est une bonne question. Quand est-ce qu'on va avoir besoin effectivement d'une personne responsable de la sécurité au sens large? Donc on a déjà pour nos clients, ça fait longtemps qu'on travaille avec des coordinateurs sécurité de l'entreprise. Donc ça c'est en place depuis déjà bien longtemps. Par contre, sur toute la partie sécurité des process, sécurité interne, oui, je constate que ces postes-là existent dans des entreprises qui sont guère plus grosses que les nôtres. Donc je constate aussi, on l'a dit, que l'IoT, tout ce qui est accès aux data, prend un temps fou et qu'il faut une énergie folle pour gérer toutes ces data. Et ça ne va pas s'arrêter non plus. Parce que là, nous, en termes de data, on a fait le minimum syndical avec globalement les oramètres et les positions, la géologue. Après, par contre, tu as tout le reste de la data que tu peux récupérer aussi. Donc je parle sous contrôle. Mais, donc oui, on sent bien qu'il y a des postes qui se profilent. Et pour compléter ce que disait Victor sur les cyberattaques, nous on a une techno, je comprends ce que tu veux dire, on a une techno assez vieillissante aussi en termes de RP, donc elle est moins soumise aux attaques, aux cyberattaques. On s'est assuré contre ça, et donc globalement on a rajouté une ligne de charge à un poste assurance qui explose. Je reviens sur mes augmentations de charge, pardon, vous allez me trouver un peu focus ce matin sur la rentabilité, mais c'est un peu mon message. C'est un sujet, c'est un sujet qui gratte. Donc mauvaise sinistralité, mauvais ratio sinistre sur prime, explosion des charges d'assurance, et là tu rajoutes encore une couche cyberattaque dont la prime ne fait qu'augmenter, parce que le risque ne fait qu'augmenter. Donc voilà, donc continuons cette logique d'augmentation des charges. Vous l'aviez mentionné, Victor, c'est pas directement vous qui êtes pénalisé par le million de dégradations suite à ces vols. Où en êtes-vous avec vos assureurs? Oui, les relations. Effectivement, la plupart des vols sont effectués chez des clients qui prennent leur propre assurance et donc qui prennent pas l'assurance chez nous. Donc effectivement, c'est plutôt leurs assurances qui sont impactées, et eux par des malus. Mais même nous, on voit bien que avec la recrudescence des vols, nos assurances voient ce qui se passe, ils voient comme les dossiers passés, donc ils voient bien qu'on est de plus en plus à risque, et forcément les coûts augmentent de l'assurance. On est maintenant à des coûts qui sont vraiment plus négligeables, qui augmentent d'année en année. Et puis pour revenir à nos clients, même si la perte est de leur côté, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais cette nouvelle problématique des vols vient aussi envenimer les relations commerciales, parce que il y avait déjà beaucoup de litiges avec nos clients, qu'il peut y avoir avec de la casse, avec des histoires de refacturation, etc. Vient se rajouter maintenant des histoires de... Un irritant supplémentaire dans la relation. Un irritant supplémentaire dans la relation commerciale, et c'est pas négligeable. Morane. Je voudrais ajouter aussi quelque chose qui est très important, notamment, on parle de ce vol.
L'idée, c'est de couper l'herbe sous le pied des voleurs aujourd'hui. Et le risque zéro n'existe pas. On est d'accord là-dessus. On n'arrivera jamais à enrayer totalement ce fléau. Par contre, il y a quand même des solutions pour réduire ce risque. Nous, éditeurs de location, notre travail, c'est aussi de permettre aux gens du dépôt de se coordonner avec ce qui se passe sur le chantier en temps réel. Donc, ils sont alertés lorsqu'un contrat est terminé. Et le client a aussi la possibilité, via un portail, de désigner telle machine en fin de location. Donc, ça déclenche automatiquement l'enlèvement de la machine. Plus vous réduisez le temps entre le moment où la personne arrête d'utiliser la machine et le moment où elle remonte sur le camion pour revenir au dépôt, moins vous laissez le voleur s'organiser. Je vois des fois sur des chantiers des machines qui sont là depuis 2, 3, 4 jours et elles sont livrées elles-mêmes. Donc c'est une aberration en fait, parce que c'est des machines qui coûtent cher. D'abord, c'est l'immobilisation, effectivement. Et Eric, tu l'as bien... Et c'est l'exposition au risque. Exactement. Donc, via ces outils-là, nous, MCS, on arrive à bien capter le problème et essayer de réduire ce risque. Alors, on ne va pas arriver à tout régler demain, mais on noue des partenariats avec des trackers, notamment TrackUnit. Vous avez reçu ici, il n'y a pas très longtemps, la société Hibou. D'ailleurs, je salue Clément, avec lesquels on va aussi travailler pour justement pouvoir retravailler ces datas, peut-être être plus proactif, parce qu'il est hors de question que les voleurs gagnent. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là, parce que voilà, c'est terrible en France de constater qu'aujourd'hui, ils sont un peu libres de faire ce qu'ils veulent sur le terrain et que personne ne réagit. Et ce que disait tout à l'heure Eric est vrai. Aujourd'hui, on parle de machines, mais demain, ça peut virer au drame parce qu'il n'y a plus de limite, en fait. Il faudrait peut-être mutualiser aussi, d'une part, les bonnes expériences, les bonnes pratiques, et puis faire remonter, mais à un niveau peut-être national, vos différents cas. Comme ça, vous préservez vos collègues et vos confrères. C'est pour ça qu'on est ravis que la Fédé monte au créneau, hein, parce que c'est là que la fédération professionnelle a toute son utilité. Qu'est-ce que vous verriez comme action de manière très pratique à mettre en œuvre rapidement pour que chacun ne soit pas dans son petit coin à essayer de résoudre le problème quand une action collective pourrait être plus efficace? Tous les niveaux, tous les niveaux sont bons, toutes les actions sont bonnes à prendre à tous les niveaux. Donc tu as le truc super facile du WhatsApp entre confrères où on communique entre nous. Attention, j'ai telle société qui m'a pas l'air bien réglo, dont je suis sûr que le RIB est faux, qui est venu me essayer de loin de Minipel, donc sois prudent. Ça marche déjà très bien au niveau national. Au niveau régional, c'est du local. Donc là, nous, sur l'ensemble des régions, on a des groupes WhatsApp qui tournent avec nos confrères pour essayer de se partager donc l'information. Donc ça marche bien. Après, tu as des trucs beaucoup plus ambitieux à mettre en œuvre, notamment via la Fédé. Et je pense que le gros sujet, là, il y a plein de sujets. J'en vois deux importants. Le départ, c'est le dépôt de plainte. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire sur le dépôt de plainte. Tu n'as pas forcément les numéros de série des machines, donc les gendarmes ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent. Donc là, il y a un truc à faire au niveau national avec les gendarmes. Et puis le deuxième sujet, effectivement, c'est la collaboration avec les forces de l'ordre, où à un moment, il nous faudra un contact privilégié en disant, écoutez, je vois la machine, je sais où elle est, et envoyez-moi quelqu'un et on la récupère. Parce que malheureusement, souvent, tu es face à des services qui sont... souvent débordés, ils viennent pas, quoi. Ils viennent pas ou pas toujours. En tout cas, ils mettent pas l'énergie qu'on attend. Et donc, on a tous connu la machine qui est dans un endroit, personne ne veut y aller, tu peux pas y aller parce que c'est trop dangereux. Donc, il faut 4 compagnies de CRS pour y aller. T'as pas les 4 compagnies de CRS, puis ta machine disparaît, quoi. Donc ça, au niveau Fédé, tu vois, on aura un contact privilégié avec les forces de l'ordre. Et c'est un peu, si tu veux, l'aiguille dans la botte de foin, hein, parce que il faut se faire connaître, il faut savoir qui appeler, il faut trouver un intervenant. Il y a la gendarmerie, il y a la police. Tu sais que les territoires sont répartis entre les deux, donc c'est très nébuleux. Et puis on n'est pas c'est pas notre monde, quoi. C'est pas notre monde. C'est pas des gens que tu fréquentes régulièrement. Donc quand tu pars de zéro, c'est long, quoi. Donc voilà. Donc encore une fois. Et puis l'autre problème qu'on a avec les forces de l'ordre, c'est que encore aujourd'hui, ils ont une vraie méconnaissance de notre métier. On a pas mal d'exemples de commissariats ou de gendarmerie qui refusent de prendre le dépôt de plainte parce que le véhicule n'est pas immatriculé. Donc pour eux, ils veulent pas le prendre en compte. Et une fois qu'on récupère les machines, donc on est content de récupérer la machine, mais jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais eu de suite derrière des personnes chez qui on a récupéré qui ont été embêtées. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, les voleurs, même si parfois ça ne marche pas, on récupère notre machine,
ne sont jamais inquiétés par les forces de l'ordre. Donc forcément, je me mets à leur place, hein, moi je continuerai aussi. Eric, qu'est-ce que vous préconisez, vous ? On l'a un peu évoqué. Je pense que d'abord la sécurité, c'est comme ces phénomènes-là dont on sait que on a un sujet et qu'il y a tellement de leviers qu'on n'arrive pas à imaginer une action un peu monolithique qui aurait des effets. On a plein d'histoires comme ça, de changements qui sont nécessaires et qui nécessitent une espèce de mouvement collectif, mais de toutes parts. Donc on parle de nous, de nos process, parce que c'est vrai que ça a été dit, ça commence par nous. Laisser une machine 4 jours après la fin du contrat de location, on le sait que c'est un risque. Donc il faut qu'on arrive à organiser nos entreprises pour que ça n'arrive pas. C'est compliqué dans un contexte où, on ne le dit pas, mais on a des difficultés de recrutement. On est en train sans arrêt de chercher des agents de comptoir, des chauffeurs, des mécaniciens. Enfin, ça rajoute une couche. Maintenant, donc une fois qu'on a fait cette prise de conscience collective, qu'on a commencé par organiser nos entreprises quand on le peut, qu'on a sensibilisé la fédération, les forces de l'ordre, etc., les assurances qui peuvent aussi avoir un rôle à jouer là-dedans, quoi. Je crois que la techno va nous aider beaucoup, parce qu'il y a quand même des sujets de traquage qui sont de plus en plus performants, de suivi à distance, de vidéosurveillance, je l'ai évoqué tout à l'heure, de dissuasion qui permettent quand même de limiter, si ce n'est empêcher. Maintenant, c'est vrai que ça prend du temps. J'étais hier avec un expert qui nous parlait de l'intelligence artificielle, de ChatGPT. Il nous expliquait que dans tous les changements, il y avait 2 facteurs dont on se trompait souvent sur 2 facteurs. L'ampleur du changement, qui était souvent sous-estimée, mais la durée du changement, qui était souvent surestimée. Donc on se dit, voilà, on a pris conscience, on a un problème, on va le régler très vite. En fait, ça prend du temps parce que voilà, on est tous, nous, avec à la fois une ambition de faire, et à la fois un quotidien qui nous englue et qui, voilà, il faut à la fois gérer le quotidien et les transformations de l'avenir. Vous subissez, en fait, c'est ce que tu veux dire. Oui. Qu'aujourd'hui, c'est compliqué à gérer. Vous mentionniez la clé sous le tapis, c'est la pratique. Pourtant, c'était. Ça l'est encore chez Ils ont volé le tapis. Donc, comme ça résout le problème et ça évite cette pratique. Et est-ce que les constructeurs ont une contribution à apporter dans ce domaine ? Ça sera forcément à un prix, donc ça sera forcément une machine plus chère. Comment vous voyez ? Oui, je pense que, moi, encore une fois, vraiment ce sujet, je pense qu'il est transverse et qu'il concerne toute la profession du constructeur en passant par le concessionnaire jusqu'à la loc et l'opérateur. Donc vraiment, je pense qu'on est là-dedans. Par rapport à ce que disait Eric aujourd'hui, tu laisses une machine traîner 48 heures, elle disparaît. Donc c'est même plus risqué. Tu disais c'est risqué de laisser traîner du matériel. Bon, pour nous, c'est devenu suicidaire. La règle est claire. Donc oui, les contraintes de récupération, on connaît bien. Mais par contre, dans notre quoi qu'il en coûte, puisque tu voulais parler des solutions, évidemment, la première des solutions, c'est ce que tu dis, c'est de récupérer au plus vite, au plus tôt, et de payer ce que tu dois payer en sous-traitance, et d'appeler tes copains sous-traitants pour qu'ils te récupèrent les machines, pour que ça ne traîne pas. Donc ça, c'est plutôt assez efficace. Sur la responsabilité des constructeurs et leur participation, oui, moi je les trouve assez éloignés du sujet. Ils ont beaucoup travaillé la data. Donc là-dessus, maintenant, la data, tu la retrouves à peu près partout. Et donc tu peux savoir si la machine surchauffe, comment elle est utilisée. Mais en termes de protection après vol, il n'y a pas grand-chose. Ils ne rechignent pas à te monter le système que tu leur demandes. Donc ça, ils le font. Mais par contre, on est loin de protection qui serait plus efficace si les marqueurs étaient mieux planqués. Plus caché, intégré. En usine. Parce en que usine, à un moment, la clé effectivement, c'est que le marqueur soit le plus planqué. En termes de sécurité, il faut faire attention. Si tout le monde sait où tu poses tes marqueurs et si tu les poses toujours au même endroit, évidemment, donc tu crées une faille dans ta sécurité. Donc l'avantage du constructeur, c'est que lui, tu vois, pendant le montage en usine, c'est ce que tu dis, il pourrait tout à fait aller planquer un marqueur. On ne saurait même pas où il est, ça nous irait très bien. Donc, et il serait difficilement accessible, tu vois, je pense au milieu d'une flèche ou dans un train de chenille. Enfin, en tout cas, il y a des endroits qui sont vraiment difficiles à démonter pour récupérer le marqueur. Donc oui, il y a des choses à faire. J'ai pas l'impression qu'il soit tellement là-dessus.
Et si tu fais un tout petit peu de cynisme... Allons-y. Mais, parce que vraiment... À qui profite le crime? Oui, c'est un peu ça. C'est très cynique. Non. Victor, qu'est-ce que vous préconisez, vous, par rapport au constructeur? Est-ce qu'il a un rôle? Est-ce que vous le sollicitez là-dessus? Oui, je rejoins Eric, effectivement, sur les boîtiers, il pourrait vraiment prendre les devants et les rendre complètement inaccessibles à un voleur, sauf s'il est équipé d'un pont roulant. Mais sinon, on a quand même certains dispositifs qui marchent bien. Je pense notamment sur les mini-pelles Kubota, c'est des clés codées. Si jamais la clé n'est pas sur place, la machine est involable. Alors certes, ça n'enlève pas le moment où la machine est livrée et quand on doit la récupérer, mais bien souvent on se vole les machines pendant le temps du chantier parce que les personnes sur le chantier laissent la clé sur la pelle. Donc déjà, je pense qu'il y a aussi un petit peu de formation à faire auprès de nos clients, de sensibilisation du moins, de ne pas laisser les clés au niveau de la pelle pendant la durée du chantier. Bon, on reprend différentes remarques derrière, comme quoi si jamais la personne qui part en dernier n'est pas là le lendemain parce qu'il est en arrêt, etc., le chantier est à l'arrêt. Mais bon, je pense qu'il y a quand même, en général, un chef de chantier est là le lendemain. Et puis sinon, il y a toujours moyen de cacher une clé dans une base vie, etc. Le loueur va pas retourner le chantier pour trouver une clé. Le voleur. Le voleur, oui. Le loueur non plus, d'ailleurs. Le loueur non plus. Le loueur non plus. Après, il y a d'autres mais qui sont coûteux. Après, il y a l'installation de digicode sur les machines pour les démarrer. Mais pareil, c'est un coût. Voilà, il y a plein de choses, plein de réflexions. Nous, on avait commencé la clé sous le tapis, on a arrêté. On a commencé à mettre des boîtiers. Oui. Boîtiers à clé. On les voit se développer, effectivement. Voilà. Mais ça suffit plus. Un loueur, il vient avec une disqueuse. Un voleur. Décidément. Donc voilà, après les constructeurs, oui, on attend. Je pense qu'il y a un petit peu, ils ont peut-être un petit peu de retard. Peut-être comme les constructeurs automobiles quelques années avant. Peut-être que si on lève la caméra, demain, parce que le sujet c'est que là on parle pratiquement que d'après-vol. Et donc il faut travailler l'avant-vol. Donc ce que tu dis, les chantiers sécurisés, ça a vachement de sens, toute la prévention. Demain je pense qu'on ouvrira le sujet du contrôle d'accès et là les constructeurs seront partie prenante dans l'opérationnel. À un moment on pourrait imaginer qu'une machine elle ne démarre pas si tu n'as pas un contrôle visuel de l'opérateur. Et je pense qu'il va falloir qu'on travaille. L'après-vol, déjà, c'est difficile à mettre en œuvre, c'est coûteux et c'est plus ou moins couronné de succès en fonction des opérations de récupération. Par contre, on n'a pas du tout évoqué l'avant-vol. Et sur l'avant-vol, il va y avoir des vrais sujets de contrôle d'accès, un peu sur le modèle anglo-saxon dont on parlait hier ou avant-hier. À un moment, ils sont beaucoup plus avancés sur le contrôle avant-vol et les contrôles d'accès sur les machines. Aujourd'hui, nous encore, souvent sur les chantiers, tu vois des opérateurs sur tes machines, tu ne sais même pas qui c'est. Mais là aussi, elles sont laissées en libre service. Évoluent quand même. Les choses évoluent vers le contrôle d'accès. Et le contrôle d'accès, je pense que ça peut nous aider à préserver l'intégrité de nos machines. Eric, vous êtes sur la sécurisation du chantier. Est-ce qu'il n'y a pas une offre à faire sur la sécurisation de la machine? Une solution assez pratique parce que vous connaissez parfaitement les contraintes des chantiers, les conditions dans lesquelles les loueurs évoluent. Est-ce que ça peut être tout ça existe. Diversification? Tout ça existe et sur étagère chez nous. C'est-à-dire qu'on sécurise physiquement avec du barriérage, ou sur des places de marché. Alors vous savez, il y a des phénomènes comme ça d'accélération. Les attentats avec le camion bélier où ça a fait exploser le marché de la barrière anti-bélier. Donc il y a des phénomènes comme ça. Sur les chantiers, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne sent pas encore le sujet sur lequel les clients sont hyper concernés. Mais une offre structurée, simple, pratique à mettre en œuvre... il faut payer, Oui. à un moment. Non, mais ça existe. Oui. Contrôle d'accès, on sait faire. Donc, vidéosurveillance, on sait faire. On sait donner les alertes. On sait mener des partenariats avec les forces de l'ordre locales. Plus difficile dans les grandes villes. En campagne, c'est beaucoup plus facile et c'est assez efficace. Tout ça existe. Nous, on déploie ça, mais ce qu'on observe, c'est que sur les chantiers de bâtiments, où il y a beaucoup d'allers-retours, beaucoup de sujets, de contrôler les identités des personnes, ça marche plutôt bien. Sur les chantiers de travaux publics, beaucoup moins. Mais vous savez pourquoi on contrôle les accès aux chantiers des bâtiments? C'est juste pour éviter le travail au noir. Oui.
Voilà, donc c'est aussi, c'est presque le fait de l'inspection du travail qui va chercher ces sujets-là, qui fait qu'on a amélioré le sujet. Sur les travaux publics, c'est très ouvert, donc forcément c'est de nature plus difficile, mais on a des solutions qui pourraient être déployées. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Eric, vous repartez là avec... moi, je me lève tous les matins. Voilà. Heureusement. De la sécurité pas entrepreneur, et de la productivité. C'est magnifique. Je vais peut-être venir. Merci. Je peux rajouter juste une chose? Oui. On a oublié la journée de la femme, messieurs. Ah oui. C'est aujourd'hui. Si on peut souhaiter une bonne fête, bonne fête à toutes nos collaboratrices, toutes nos femmes. Et à Marion Garcia qui devait être là aujourd'hui. Absolument. On la salue. Nous allons passer maintenant aux questions des internautes. Mathieu, y en a-t-il des nominatives? Tout à fait, il y a une question pour MCS à propos du QR code. Est-ce que vous envisagez d'aller plus loin et de relier ce QR code à des processus comptables? Alors, la question est intéressante. On ne l'a pas encore inscrit dans notre roadmap, mais je pense qu'on va pouvoir y réfléchir sérieusement. C'est une très bonne question. Ça consisterait en quoi, du coup? Ça serait éventuellement de pouvoir synthétiser les informations qui ressortent de la machine, notamment tout ce qui est sur son financement éventuellement, essayer de rapprocher les informations, s'il y a des accords de crédit auprès des banques, etc., pour savoir si cette machine est amortie, pas amortie. Donc ça peut être des questions de ce type qui peuvent être mises sur la table et qu'on pourrait... Ce sera proposé dès la première mise à jour. Il interviendra très rapidement. Quelle belle journée. Tu vas repartir d'ici avec des étoiles plein les yeux. Mathieu, une deuxième question. Alors, elle est autour de la diffusion d'informations, du partage d'informations entre loueurs. On a un téléspectateur qui se demandait comment accéder au groupe WhatsApp de partage d'informations ou peut-être comment il pouvait accéder à ces diverses informations partagées par ses confrères. Alors nous, c'est du micro-local. Donc, je l'ai dit, 25 agences qui se rapprochent d'un responsable d'agence de chez nous. Et si le groupe est en place, il aura accès à ça avec plaisir. Donc, je tiens la liste de nos agences, évidemment, à disposition si nécessaire. Voilà, donc nous, on officie sur PACA, Occitanie, région parisienne et Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a des chefs d'agence qui animent. Chaque chef d'agence fait ça au niveau local et en fonction aussi des sensibilités qu'il a avec ses confrères, parce que la réalité c'est qu'évidemment le terrain aussi s'entend pas toujours avec tout le monde de la même façon. Donc par contre il y a des groupes qui s'entendent très bien, qui tournent bien. Et en tout cas je constate que on l'a pas dit, mais c'est une toute petite chose qui peut nous faire éviter, donc qui peut nous éviter des sinistres, et que globalement ça on l'a pas encore dit, mais je pense que c'est important de le rappeler. En matière de sécurité. On réalise qu'il n'y a aucune solution miracle, sinon évidemment tout le monde l'aurait fait. C'est vraiment la somme de plein de petites choses qui, mises bout à bout, augmentent considérablement ton niveau de sécurité. Ces groupes WhatsApp en local, quand ils fonctionnent, c'est une bonne solution. Ça peut être déployé dans le réseau? Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on n'a pas forcément de groupe WhatsApp pour échanger sur cette problématique-là. On s'appuie beaucoup sur le DLR, parce que chaque adhérent va remonter des histoires de vol ou d'usurpation d'identité, donc ce qui permet après d'être diffusé tout de suite au réseau, donc ça c'est très utile, mais c'est vrai que le groupe WhatsApp va un peu plus vite. C'est très bien de relayer, mais le mal est fait, donc... Le mal est fait, mais quand même, ça peut frapper plusieurs fois aussi. D'accord. Nous, en tant qu'éditeur, ça peut nous intéresser de créer une plateforme nationale, un peu comme sur le modèle alerte enlèvement, de pouvoir s'inscrire sur cette plateforme et d'être tout de suite informé sur son téléphone. Donc, techniquement parlant, c'est des choses qui seraient du domaine du possible. Donc, voilà, on doit tous travailler main dans la main aujourd'hui, éditeurs comme loueurs, comme clients, comme sécurisation de chantier. Enfin, tout le monde doit être... Il faudrait combien de temps pour la rendre opérationnelle, cette plateforme? Ça dépend combien de personnes sont prêtes à nous aider à la mettre en place, mais je lance l'invitation. Techniquement, vous êtes... Ce serait effectivement une plateforme aujourd'hui, c'est pas compliqué. Après la mettre sous application et puis la publier sur un Google Store ou un App Store, c'est quelque chose du domaine du faisable. Parce qu'aujourd'hui WhatsApp, ok, mais après WhatsApp c'est 500 personnes, je crois maximum. Nous, en termes de numéros. 4 personnes ou 5 personnes. Voilà. C'est micro-régional. Je connais mon copain. Effectivement, ça semble assez simple. Techniquement parlant, voilà, c'est pas impossible. Donc si on peut aider
à rendre le sourire à tous nos amis autour de la table, ce sera avec grand plaisir. Ouais. C'est une très belle journée. Mathieu, une dernière question pour nos invités. Alors une dernière question, ce serait autour des systèmes de télématique proposés par les constructeurs. Ils promettent beaucoup justement sur le contrôle d'accès et sur peut-être l'arrêt de la machine à distance. Est-ce que c'est des systèmes que vous avez déjà testés ? Non, on l'a pas testé encore, nous, non. Nous oui. D'ailleurs, plus, oui, enfin non, j'allais dire plus sur des problèmes de recouvrement et de clients qui ne payent pas, avec des machines qu'on immobilise à distance que des problématiques vol. Mais en fait, non, on l'a utilisé aussi sur des risques vol. Oui, encore une fois, donc c'est très encadré évidemment, parce qu'il n'est pas question d'arrêter la machine en cours de. Enfin, il y a quand même 2-3 prérequis avant d'appuyer sur le bouton. Mais oui, moi ça me fait penser à ce que je disais sur le contrôle avant vol. Je pense que la numérisation, les outils que MCS peut développer ou d'autres devraient nous permettre d'être vraiment connectés à l'ERP. Et tu vois, moi je pense qu'on n'est pas très loin de la fin de lock. Le client qui nous fait une fin de lock le vendredi, il faudrait qu'on arrive à immobiliser la machine directement, tu vois, facilement, et auquel cas après une petite couche de MCS pourrait nous permettre après de vérifier qu'elle ne bouge pas, qu'elle est géolocalisée donc sur son territoire, qu'elle ne sort pas. Et si c'est le chauffeur qui vient la chercher le dimanche soir ou le lundi matin de très bonne heure, il a le code qui va bien pour la démarrer et pas générer l'alerte. Donc moi, cette question me fait penser à tout ce qu'on pourrait mettre en place donc en matière d'avant-vol et pas d'après-vol. Donc pas les boîtiers une fois que la machine est volée, mais tout ce qu'on peut faire avant. Et donc là, oui, l'arrêt à distance des machines, pour moi, c'est une vraie solution. Ça a du sens. Et encore une fois, ça ne réglera pas tout. Parce que le client qui va venir, le voleur, pardon, qui va venir avec un camion-bras, va pouvoir enlever la machine avec un camion-bras, donc ça ne réglera pas tout. Mais par contre, ça peut vraiment nous aider à lutter contre ce fléau. Oui. C'est possible. Oui. Moi, j'y crois pas mal. Oui. En fait, c'est tellement vaste, tu le disais, ça va prendre tellement de temps que je pense qu'il va vraiment falloir qu'on se professionnalise et qu'on digitalise. Et que ça passera par une multitude d'actions ça, c'est clair, suivant les configurations. Ça, c'est clair. On aura retenu, c'est compliqué, mais les solutions existent. Elles sont en cours de développement ou déjà accessibles. Nous arrivons au terme de cette deuxième table ronde. Merci messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine réunion de Chantier de France.